Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je pense que le but principal de cette conférence est de démêler un peu ce qui s'est passé au niveau du manoir. Alors, je vais essayer de vous donner quelques éléments. Ce manoir compte 30 résidentes et résidents et il y a eu, évidemment, comme vous le savez, l'infection qui s'est propagée parmi ces gens-là. Alors, au total, on a une dizaine de résidents et une dizaine de travailleurs qui ont été formellement infectés par la COVID. Et tous les autres, évidemment, ont été mis en isolement et sont en surveillance des différents symptômes. Alors, parmi les résidents, il y en a 8 qui ont dû être hospitalisés et 2 ont déjà eu leur congé, mais il n'y en a aucun qui a eu besoin de se rendre en soins intensifs. Sinon, ça a généré évidemment des enquêtes et l'enquête a révélé qu'il y avait pas mal de contacts à la fois des gens, principalement des travailleurs de la santé qui avaient leurs contacts familiaux, leurs amis, tout ça. Donc, au total, on a dû isoler 104 personnes en relation avec cet événement-là. Je pense que c'est important de voir que le seul facteur de risque de contagion, c'était une personne qui avait voyagé un peu avant dans une autre région du Québec. Alors, c'est la raison pour laquelle les 8 régions de l'Est et du Nord du Québec ont été l'objet d'un arrêté ministériel samedi dernier pour réduire la circulation dans nos régions parce que notre risque principal maintenant, qu'il n'y a plus personne qui revient de l'étranger ou presque, c'est vraiment la contagion qui peut venir des autres régions du Québec. Alors, c'est pourquoi toutes les mesures ont été mises en place maintenant pour essayer de contrôler nos entrées à l'intérieur de la région. Je ne sais pas si il y a quelqu'un d'autre, Clémence, qui continue après moi. Oui. En fait, juste en fait, il y a 30 places dans la RPA et ARI, mais il y a 28 résidents. Dans le fond, peut-être que c'est ça. Je voulais juste rectifier cette information-là. Ensuite, il y a Martin Brosseau, directeur des ressources humaines. Je vais passer la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire peut-être l'état des lieux un peu de ce qui se passe, dans le fond, dans cette résidence privée pour aînés. Je vous dirais que d'abord, d'entrée de jeu, dans le contexte d'urgence sanitaire, c'est sûr que le CIS a une responsabilité qui est populationnelle, donc qui est à l'endroit de l'ensemble des usagers de son territoire. Et donc ça veut dire que c'est autant pour les usagers qui sont en CHSLD, en centre hospitalier, que ceux également qui sont dans les résidences privées pour aînés. Dans les circonstances, en fait, là, il faut comprendre le défi en termes de ressources humaines que ça implique pour remplacer la vingtaine d'employés de cette résidence-là qui travaillaient puis qui ont été mis en isolement présentement. Donc, depuis quelques jours, je vous dirais qu'il y a du personnel qui faisait des soins à domicile pour une entreprise d'économie sociale qui a été sollicitée, mais c'était devenu insuffisant là, pour subvenir aux besoins de la résidence en question. Et donc, il y a plusieurs démarches qui ont été faites durant, notamment toute la journée d'hier, auprès de nos employés sur la base du volontariat d'abord, mais sans succès pour être capable de combler les besoins de main-d'œuvre de la résidence. Donc, on a malheureusement pas le choix que de recourir en dernier recours et également dans le cadre de l'arrêté ministériel là, de transférer obligatoirement certains employés du CIS vers la résidence privée pour aînés. On le fait aussi en informant les syndicats, bien sûr. Puis, en fait, je pense que c'est important de souligner que les syndicats là, collaborent très de façon constructive à cet égard-là avec nous. Les employés qui ont été transférés ont été orientés en matière de prévention des infections sur place par les gestionnaires du CIS qui sont présents à la résidence depuis le début.
Donc, on comprend bien là, que la situation n'est pas facile pour le personnel, mais c'est pas non plus une décision qui est facile à prendre, mais il fallait le faire parce que la population de la Gaspésie, en fait, là, a quand même il y a des proches qui sont vulnérables, qui habitent sa résidence-là, puis notre responsabilité populationnelle nous oblige également à les prendre en charge dans des cas exceptionnels comme celui qui se présente présentement. Donc, moi, je voudrais que tous les protocoles sont en place, le matériel de protection est disponible dans la résidence pour assurer la sécurité des employés qui y travaillent. Et donc, ça, c'est important. Je vous dirais qu'en ce moment, autant à l'hôpital qu'à la résidence, là, moi, je voudrais remercier le travail exceptionnel aussi là, du personnel dans le cadre de la pandémie. C'est vraiment incroyable, malgré tout le défi qu'on peut avoir là, avec la résidence qui est très exigeante en termes de ressources humaines. Merci, Martin. Je vais passer la parole à Maxime Bernatchez, adjoint à la direction soins d'infirmiers. Quoi rajouter de plus que M. Brosseau n'a pas dit, si ce n'est que de considérer que comme établissement, on ne fait pas de compromis par rapport à la sécurité de nos employés. Alors, M. Brosseau a mentionné que depuis la fin de semaine, les gestionnaires y sont. Il faut dire aussi que nous avons une équipe chevronnée d'infirmières en prévention des infections qui se sont rendues sur place également pour assurer de l'enseignement, de la formation et du coaching aux équipes cliniques. Donc, avec comme préoccupation première, bien entendu, la sécurité de la clientèle, mais également la sécurité de nos intervenants. Martin vous a mentionné que le matériel est disponible et sur place, et c'est le cas effectivement. Merci. Donc, on passera à la période de questions. J'ai Jean-Denis TV-CGR en premier. Est-ce que vous avez une question? Oui, vous avez parlé que vous avez du matériel disponible sur place pour les intervenants. Le gouvernement annonce qu'ils sont à la veille d'être en pénurie. Vous autres, est-ce que vous en avez quand même vous en avez encore pour combien de temps de ce matériel-là? Ce serait Maxime dans cette question. Ce qu'il faut comprendre au niveau du matériel présentement, c'est qu'il y a du matériel qui est plus difficile au niveau de l'approvisionnement. On parle alors de masques N95. Mais présentement, les interventions qui sont en place au manoir du Havre ne nécessitent pas particulièrement ce type de masque-là. Donc, on parle de masques de procédure chirurgicale et de visière. Et actuellement, on les a en nombre suffisant pour intervenir de façon sécuritaire auprès de la clientèle. Avez-vous suffisamment de personnel pour subvenir aux besoins? Parfait. Pardon, pouvez-vous juste répéter la question? J'ai mal entendu. Avez-vous suffisamment de personnel pour pouvoir subvenir aux besoins? Pour l'instant, en fait, ce que je vous dis, c'est qu'il y a certains services qui ont été déjà délestés au sein du CIS dans le relève de la baie des Chaleurs. Et c'est de cette façon-là qu'on réussit à combler les besoins, notamment de la résidence. Jacinthe Leclerc, BFM. Est-ce que là, vous pensez avoir maîtrisé la propagation des cas qui sont peut-être potentiels? Oui, pour l'instant, on va voir évidemment si parmi les gens qui ont été en contact et qui n'étaient pas encore symptomatiques, il va se développer des symptômes. Mais à chaque fois qu'une personne devient symptomatique, redevient un cas index pour nous. Alors on refait l'enquête à partir de cette personne-là pour s'assurer qu'on ne perd pas la chaîne de contagion. Donc pour l'instant, effectivement, on a le portrait total de la situation. Merci. Monsieur de CHSMC. Monsieur Forgerie? Oui, je m'excuse, j'avais mal entendu. Juste une précision au niveau des chiffres. Le docteur Bonny-Vigée parlait de 30, vous dites 28 résidents. Quel est le bon chiffre pour être sûr? Là?
En fait, c'est 28 résidents, mais il y a 30 places dans la RPA, mais il y a 28 résidents en ce moment. OK, donc là, dans le 7, il y avait 2 résidents qui étaient déjà hospitalisés. Ah, OK. Les 8 personnes qui sont hospitalisées, bon, ne sont pas aux soins intensifs, mais leur état est léger. Comment vous pourriez les qualifier de façon générale? Docteur Benny. Maxime, tu peux répondre à ça? Mais leur état présentement, c'est Maxime, leur état présentement nécessite de l'hospitalisation dans une unité de courte durée, mais ne nécessite pas d'intervention au niveau des soins intensifs. Merci. J'aurais des questions sur un autre sujet, mais plus tard. D'accord. Jean-Philippe de Gaspésie. Oui, en fait, je me demandais simplement si le réseau de la santé de la Gaspésie avait envoyé des fameux masques N95 en effort de guerre vers les grands centres, qui avaient fait des prêts vers d'autres réseaux de santé. Non, nous avons pas fait prêt, nous n'avons pas envoyé de masques là, dans les grands centres présentement. Merci. Isabelle de Radio-Canada. Je crois que c'est monsieur, je ne sais plus qui a dit que certains services avaient dû être délaissés pour que tout le monde arrive à garder la tête hors de l'eau. Là. Quel genre de service? Je ne sais pas si c'était au 6 ou si c'était au manoir ou les deux. Donc, pouvez-vous préciser là, comment vous arrivez à maintenir les services de part et d'autre, autant dans le réseau de la santé publique que dans le manoir? Parce qu'il y a des bénévoles aussi qui ont été appelés en renfort. Pour les services de l'EST, Maxime, ce serait pour toi, puis peut-être Martin pour les bénévoles. Au niveau des services délestés, moi, ce que je peux vous donner comme information en lien avec les services de nos centres hospitaliers, depuis déjà plus d'une semaine, on a délesté les activités, les chirurgies dites électives, donc non urgentes. Puis également au niveau des suivis de la clientèle en clinique spécialisée, on suit maintenant que la clientèle prioritaire qui doit être vue à l'intérieur de 30 jours. Puis progressivement, ces cliniques-là également, certaines activités vont être délestées. Martin? Oui, en termes de bénévoles, je dirais que le CIS a beaucoup moins de demandes de bénévolat que les organismes communautaires, par exemple, à qui ça s'adresse beaucoup plus, dans la mesure où on a des milieux de soins potentiellement parfois contaminés. Donc, c'est vraiment la communauté qui est beaucoup plus visée là, par les demandes de bénévolat. Juste pour préciser, vous n'avez pas fait appel à des bénévoles pour prêter main forte, là, je ne sais pas, par exemple, pour désinfecter des trucs ou des choses comme ça au manoir des Arts. Non, pas pour des bénévoles au manoir, non. Braille, pour CBC. Oui, bonjour. Ma question serait pour le docteur Bonnie Vigé. Docteur, aujourd'hui, Joël Arsenault a fait un appel sur les réseaux sociaux et elle ne comprend pas pourquoi on ne donne pas des chiffres qui sont plus spécifiques pour le MRC et puis qu'on suit toujours aux chiffres régionaux pour la Gaspésie et les îles. Pour lui, ça semble trompeur car un cas, mettons, qu'il pourrait y avoir à Carleton n'a pas un impact sur, mettons, qu'est-ce qui se passe à Gros-Îles. Et puis, il fait la demande pour avoir des chiffres un peu plus transparents, comme ceux donnés par les CI3F dans les autres régions. Et puis, je voulais savoir pourquoi vous êtes en désaccord avec le fait de donner ces chiffres-là par MRC. Je vais le réexpliquer. C'est une question fondamentale de déontologie et d'éthique médicale. J'expliquais bien que la relation entre les patients et leurs médecins est basée sur une relation de confiance qui est basée sur la confidentialité. Or, dans une petite région comme la nôtre, il est très facile d'identifier des gens quand on a
déjà, les gens se sont fait identifier, même si on nommait la grande région Gaspésie-les-Îles. Et malheureusement, la réaction de certaines personnes sur les réseaux sociaux n'est pas encore très civilisée. Donc, il y a des gens qui se sont fait harceler parmi nos patients. Alors, je ne veux pas faire courir le risque à d'autres patients de se faire harceler en leur donnant une possibilité de davantage identifier en donnant la MRC de provenance. L'autre aspect, c'est qu'il faut savoir à quoi sert une information. Alors, ça sert absolument à rien parce qu'il y a des cas partout dans notre territoire. Donc, tout le monde est concerné, doit se sentir concerné. Il n'a pas besoin de savoir si c'est son voisin qui est positif ou pas. Ça ne change absolument rien à la conduite. Je comprends, Dr. Benier-Vigé. M. Arsenis, ce qu'il a soulevé comme point, c'est des régions qui sont peu peuplées, comme la Côte-Nord. On a des chiffres par MRC. On sait qu'il y en a 22 dans la MRC de cette île. On sait que de cette île, excusez-moi. On sait qu'il y en a 9 dans le Manicouagan. On sait qu'il y en a 0, mettons, sur la base Côte-Nord. Pourquoi qu'on ne peut pas offrir des chiffres similaires aux gens en Gaspésie et puis aux îles de la Madeleine? Mon collègue de la Côte-Nord m'a dit que c'était une région qui avait 1300 kilomètres d'un bout à l'autre de la région et que c'était des petits villages isolés, donc il y avait peu de contact entre les gens. Et le phénomène que nous avons observé ici, il ne l'a pas observé. Alors lui a pris sa décision de son côté. En tant que médecin, on prend souvent des décisions qui ne sont pas les mêmes que le médecin d'à côté. Alors moi, j'assume ma décision de protéger mes patients en Gaspésie et aux îles en compte tenu de ce que j'ai observé lorsqu'on essaie de donner trop de détails.